Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est rendez-vous avec, comme chaque semaine, avec Gilles Charles. Un rendez-vous très politique, Gilles, cette semaine. Bonjour Philippe, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur leur FM. Un rendez-vous d'octobre, puisqu'on est en octobre, c'est la première semaine. C'est un rendez-vous avec la politique et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui un des candidats à la future primaire citoyenne socialiste, Monsieur Gérard Filoche. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que déjà vous pouvez me confirmer que la primaire aura lieu les 22 et 29 janvier ? Oui, le Conseil national du Parti socialiste a voté ça à l'unanimité dimanche dernier, le 2 octobre, et donc le calendrier est fixé, le dépôt des candidatures est le 15 décembre, et ensuite il y aura des débats organisés. Le premier tour, pour l'instant il y a 6 ou 7 candidats déclarés, et le deuxième tour sera le 29 janvier, et nous saurons celui qui arrive en tête à ce moment-là. Et là aussi, ça se passe comment pour aller voter ? Il faut avoir la carte du PS, il faut signer une charte, il faut payer... Non, surtout pas croire que c'est lié à un parti, parce qu'on attend 2-3 millions de votants. Et donc, c'est simplement de dire « je suis de gauche ». Je suis de gauche. On signe un papier le disant quand même. On dit voilà les valeurs essentielles de la gauche. Et je viens voter pour choisir le candidat que la gauche présentera. Alors je vais faire un peu d'humour et peut-être même de la provocation. Vous avez dit il faut dire je suis de gauche. Aujourd'hui, on a un peu une zone d'ombre. C'est quoi être de gauche vraiment aujourd'hui en 2017 bientôt ? Pour moi, c'est clair. C'est défendre les intérêts des salariés. Les salariés, c'est la majorité de notre pays. C'est ceux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. C'est 93% des actifs sont salariés. C'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, pour utiliser une expression très simple. Et ils essaient de la vendre à des employeurs, les employeurs essaient de la payer le moins cher possible, et les salariés essaient de la valoriser le plus cher possible. C'est normal, ça, avec leur salaire. Donc la gauche, c'est ça, pour moi. C'est d'abord sociologiquement qu'elle se définit. Ensuite, après, il y a beaucoup de partis et de syndicats qui sont de gauche. Il y en a même tellement que si on regarde à peu près tous les partis, il y en a probablement près d'une vingtaine. Et il y en a des plus grands que d'autres, mais il y en a des tout petits. Et puis vous avez 8 syndicats qui représentent le salariat. Et donc dans la gauche, elle est plurielle, c'est-à-dire que vous avez un arc-en-ciel. Pour schématiser à tous les gens, il faut dire il y a une droite de la gauche, il y a une gauche de la gauche. C'est normal d'ailleurs, c'est un ensemble. Et puis si vous voulez me situer aujourd'hui, François Hollande, Manuel Valls et la direction actuelle du Parti socialiste, c'est plutôt l'extrême droite de la gauche. L'extrême droite de la gauche, ouais. C'est fort quand même comme mot. Non, ils sont à gauche. Mais ils ne représentent pas la majorité de la gauche, et de très loin, ils représentent une minorité qui a choisi le libéralisme. Parce que moi, par provocation, j'allais vous demander si le PS était toujours à gauche. Ben oui, je vous réponds oui, bien sûr. Et d'autant plus que dans le PS lui-même, il y a cet arc-en-ciel le traverse, comme dans tous les partis, parce que tous les partis de gauche ont leur propre sensibilité. Vous avez probablement 30 orientations. Il y a 4 positions dans le Parti communiste, il doit y avoir 4 positions chez les Verts. Il doit y en avoir 4 positions dans le NPA, vous en avez sûrement dans le Parti radical, dans le mouvement des citoyens, etc. C'est normal, c'est le côté pluriel, c'est le débat d'idées. C'est pas gênant. Les gens parfois disent oh, ça fait trop. Non, dans le salariat, vous avez des gens qui ont des religions, d'autres qui n'en ont pas. Vous avez des gens qui sont des laïcs convaincus. Vous avez d'autres qui sont des syndicalistes purs et durs. Vous en avez d'autres qui sont modérés. Le pluralisme, la multiplicité d'opinions est nécessaire à gauche. Le problème, c'est comment on fait pour unir sur une plateforme commune ce pluralisme. C'est-à-dire, il faut, à des moments donnés, quand on se présente une élection, dire bon, voilà les 5 ou 6 axes pour lesquels nous combattons, et nous rassemblons là-dessus, et nous choisissons un ou une candidate, puisque là il s'agit d'une présidentielle. On choisit quelqu'un qui va défendre le mieux possible la plateforme sur laquelle on s'est rassemblé. Et cette plateforme, pour vous la situer, elle doit être au cœur de la gauche. Elle ne doit pas être à ses marges. Est-ce que la déception d'aujourd'hui, elle n'est pas due à finalement ce qu'il n'y avait pas vraiment un programme concret en 2012 ?
Il y avait un programme concret en 2012. Alors, il n'a pas été appliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout, il n'a pas du tout été appliqué. Ils ont perdu les pages, qu'est-ce qui s'est passé? Non, François Hollande a été élu parce qu'il a pris une position... Anti-Sarkozy, on a dit, je crois. Oui, puis il a pris une position catégorique contre la finance. C'est le fameux discours du Bourget. Tout à fait. Et ce discours a été un discours enthousiasmant, d'ailleurs. C'est ce qui lui a permis de gagner. Tout à fait. Et donc, ça incarne quoi? Ça veut dire que les gens, à cette époque, ils voulaient chasser Sarkozy. Et ils voulaient une politique de transformation sociale et de combat contre la finance, qui est quand même l'ennemi de tous les peuples, il faut quand même le dire. Vous avez en France 1% des gens qui possèdent pratiquement la moitié du pays. Vous avez 500 familles qui possèdent, le chiffre c'est 460 milliards, c'est-à-dire une fois et demie le budget de l'État. Vous avez 80 milliards de fraude fiscale. Vous avez 600 milliards. Les gens ont du mal, 600 milliards c'est le double du budget de l'État. Vous avez 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. En France, 58 multinationales dont le siège est en France. Optimisent leur déclaration d'impôt. C'est en fait triche légalement, mais ils trichent. En déclarant au Luxembourg, de façon à ne pas payer les impôts chez nous. Donc en fait, je suis en train de dire aux auditeurs que la France n'a jamais été aussi riche. Jamais. Sortez la crise de votre tête, c'est pas vrai, il n'y a pas de crise. Mais les richesses n'ont jamais été aussi mal partagées. C'est-à-dire que vous avez un tout petit secteur qui pompe tout et qui déforme tout, parce que ça a des conséquences après, le fait qu'il pompe l'argent, on en a moins dans les hôpitaux, on en a moins dans les écoles, on en a moins dans les services publics. Alors, ce qu'avait fait Hollande à l'époque, c'était de dire je vais être contre la finance, donc les gens ont voté contre la finance. Et ensuite, il a rien fait contre la finance, non seulement il n'a rien fait. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi il n'a rien fait? Je vais vous dire, mais je voudrais d'abord vous signaler qu'il s'est entouré de gens de la finance, pratiquement dès le début à l'Élysée. Vous avez celui qui dirige l'Élysée, il s'appelle Jean-Pierre Jouyet, c'était le directeur du marché financier, de l'autorité des marchés financiers. Et il avait travaillé pour Sarkozy avant. Donc, Hollande fait campagne contre Sarkozy, il fait campagne contre la finance, et il place à la direction de l'Élysée un gars qui a travaillé avec Sarkozy et qui était... Il était secrétaire d'État, non, je crois, sous Sarkozy. Oui. Et qui était à la tête de la finance. Donc c'est renversant, vous me demandez pourquoi. Moi, je vous le dis, s'il voulait faire une politique contre la finance, il fallait plutôt qu'il aille chercher un syndicaliste de gauche qui connaissait un petit peu les salariés. Et là, il va chercher un ennemi des salariés et le met à la direction de l'Élysée. C'est tout le paradoxe, c'est peut-être pour ça que les gens n'ont plus envie d'aller voter, c'est qu'on vote pour quelqu'un qui propose quelque chose, et dès qu'il est installé au pouvoir, il fait le contraire. Il n'y a pas de fatalité à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il n'y a pas de fatalité à ça. Hollande a tout à fait trahi, au sens trahison, ceux qui l'avaient fait élire. Donc c'est normal que les gens soient en colère. Donc il ne faut pas qu'il se représente. Et évidemment, il ne faut pas qu'il se représente. On ne va pas refaire la chose une deuxième fois. D'abord, imaginez qu'il se représente. Il dit, voilà mon bilan. Il se fait siffler. Ensuite, il dit, voilà mes promesses. Il dit, non, pas une deuxième fois, ça va. On a compris que tu les trahissais, tes promesses, donc tu ne vas pas nous en refaire. Et là, en 5 ans, il est allé loin, Hollande. Parce qu'il a fait le pire gouvernement de l'histoire de la gauche depuis un siècle. Le pire. Bon. Il donne 41 milliards aux patrons. C'est le total de ce qu'on appelle le crédit impôt, compétitivité, emploi. Les patrons font un pins de 1 million d'emplois, mais on n'avait pas compris que c'était 1 million d'emplois en moins. C'était en moins. C'était en moins. Ça rentrait peut-être pas sur le pins. Non, depuis que Hollande est là, lui, il prétendait combattre le chômage. Il y a 1 300 000 chômeurs de plus. Et la France en est à son record de toute son histoire. 6 600 000 chômeurs, toutes catégories confondues, outre-mer inclus. Dont je fais partie. Bon, vous vous rendez compte? Et on ne peut pas vivre avec une société comme ça, où il y a 6 600 000 personnes qui font 0 heure, et vous avez 6 millions de personnes qui font maintenant 50 heures ou 60 heures. Payé 35. C'est une aberration totale. Et tout ça pourquoi? Pas parce que c'est fatal, il n'y a rien de fatal là-dedans. Parce que la finance dont on a parlé précédemment, c'est elle qui ramasse les pépettes. Elle tire le maximum de ceux qui travaillent, et elle ne donne rien à ceux qui ne travaillent pas, ou presque rien, une aumône. Et donc vous avez une situation où l'économie ne fonctionne pas, où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Les inégalités se creusent. Donc ça vous fait des tensions sociales. Sous un gouvernement de gauche, encore une fois. Oui. Vous avez 10 fois, c'est tellement scandaleux
qu'un gouvernement élu par la gauche, avec une attente si populaire, fasse le contraire de ce pourquoi qu'il a été élu, que c'est pour ça que maintenant, François Hollande, il y a 7% des gens qui veulent qu'il se représente, quoi. Et quand il dit, il est en train de tester, est-ce que je vais y aller, je vais pas y aller, il est à 11, 12, 13%. Pour un candidat sortant, on peut pas faire pire. Et alors, il en est à chercher des arguments pour se représenter. Alors, il dit, il faudrait que j'ai un projet. Ouais. Enfin bon, là, les gens sont méfiants. Et après, il dit, je vais pas le faire pour une organisation. Et il peut pas le faire pour le Parti Socialiste, parce que le malheur dans la société dans laquelle on est, c'est que tout fonctionne à partir du pouvoir personnel. C'est ça, c'est le pire aussi, hein. Faut le dire aux gens. Parce que le pouvoir personnel, c'est pas démocratique. C'est-à-dire que c'est à l'Élysée que ça se décide, ça s'impose au gouvernement, le gouvernement s'impose au groupe parlementaire, et le groupe parlementaire peut même plus défendre les mandats qu'il a eus de la part des citoyens. C'est vrai que quand vous dites l'abstention a grandi, c'est à cause de ça. Et l'abstention, en plus, qui a grandi, c'est l'abstention de gauche. C'est-à-dire ce sont des gens qui, normalement, devraient manifester. Et d'ailleurs, ils ont manifesté beaucoup contre la loi El Khomri récemment. Mais c'est ceux qui attendent un changement social. Et donc, c'est là qu'il y a le malaise. Et c'est à ça qu'il faut apporter une solution, bien sûr. Alors, vous allez être candidat à ces primaires, c'est pour faire quoi et pour faire entendre votre voix, bien sûr, mais pour dire quoi? J'aime bien répondre en une seule phrase. Je veux défendre les petits salaires et les petites retraites. Alors, à chaque fois, on m'a dit, mais c'est pas un programme. Si, c'est l'essentiel d'un programme. Et comment on fait alors? Parce qu'il y a 60% des gens qui gagnent moins de 1 700 €. On a 9 millions de gens qui sont pauvres en dessous de 900 €. Et qui sont à des minima sociaux, comme on dit pudiquement. Et puis vous avez, encore une fois, 1% des gens, le haut de l'oligarchie, qui gagnent des... Combien ils gagnent Carlos Ghosn et Carlos Tavares, là, les deux patrons de Renault et Peugeot. 7,4 millions et 4,3 millions. Par an, par mois? Ils gagnent par an. Par an. Mais non, parce qu'après, nous, on n'arrive plus à suivre tous ces chiffres. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Nous, les gens du peuple. Mais moi, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de leur argent, quoi? Une fois qu'ils ont 3 yachts, qu'ils ont mangé 3 cuillères de caviar le soir, ils en veulent encore un yacht, une maison à la montagne, une maison à la campagne, et puis une maison au Baléares. J'ai lu que vous êtes pour un 20 fois le SMIC maximum pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise. Oui, aucun... Et vous pensez qu'avec 20 fois, ils vont pouvoir s'en sortir? J'espère bien pour eux. Aucun humain ne mérite de gagner 20 fois plus qu'un autre. Quel que soit son génie, quel que soit son talent, il faut donner cette idée, c'est très important, qu'il y ait un salaire minima, mais qu'il doit y avoir un salaire maxima. Que ça suffit, les gens qui se gobergent. Vous savez, sur la planète, il y a 87 personnes qui possèdent plus que 3,5 milliards d'humains. C'est aberrant, mais bon. Oui, mais voilà. Quand on est socialiste, le combat, c'est pas d'inviter Jean-Pierre Jouyet et de faire du Hollande. Le combat, c'est de s'en prendre à ces gens-là. Il n'y a pas besoin de les étrangler, mais il y a besoin de dire stop. Oui, mais vous allez payer les impôts très fort. Vous allez payer les impôts très fort, et on va faire qu'au-dessus de 20 fois le SMIC, il y a une tranche d'impôt à 91%. Oui, mais on vous dit que ces gens-là, si on fait ça, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on fait pour les garder en France? C'est une légende, ce que vous dites. C'est ce qu'on entend, quoi. Oui, mais je vais vous y répondre, parce que ces gens-là, d'abord, ils sont déjà partis. Alors jusqu'à présent, c'était un argument. Si vous les taxez, ils s'en vont, vous les aurez. Mais ils sont partis. Alors vous pouvez pas les avoir. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant, oui, on peut les avoir. Parce qu'on peut savoir où est chaque centime sur la planète. Il y a encore quelques années, ça se faisait pas. Mais là, on sait où Cahuzac a mis ses sous à Singapour. On sait ce qu'il a mis dans l'île de Man depuis 25 ans. Et on trouve les Panama Papers qui vous disent que le gars qui dirige la Société Générale, là, il s'appelle Oudéa, quand même un cas typique de l'oligarchie. Il va au Sénat, ce gars-là, et le Sénat l'interroge et lui dit, mais la Société Générale, vous avez plus quand même de filiales dans les Bermudes et tout ça. Le gars, il jure, non, c'est fini, on est tout clair, on est tout net. Il y a des journalistes qui vont à Panama et trouvent 19 filiales de la Société Générale du dénommé Oudéa. Et le gars, il s'en sort la tête haute. Moi, je vous le dis, il devrait être en prison. On va me dire, comment tu veux mettre en prison le gars qui dirige la Société Générale? Je veux en tout cas que ça ne fonctionne plus comme ça. Moi, président, on prendra le contrôle des banques, de celles-ci en tout cas, qui fraudent. On prendra les mesures contre l'optimisation fiscale. On prendra les mesures contre la fraude fiscale. Et on ne laissera pas ainsi j'embauche tout de suite 2000 inspecteurs des impôts. On les spécialise pour retrouver l'argent et pour faire sourire les gens. On prendra, vous savez, comme dans les films, des hackers.
les gars qui vont vous chercher chaque centime. Et ils seront obligés de rendre des comptes. On me dira pourquoi c'est pas fait jusqu'à présent. C'est la question qui venait. Merci. Et ben, parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Mais pourquoi, Vous avez Jean-Pierre Jouyet, je l'ai dit précédemment. Les gars qui ont été nommés à l'Élysée par Hollande, au lieu d'être des gens motivés pour traquer la finance, ce sont des gens payés par la finance. Mais si la gauche le fait pas, c'est pas la droite qui va le faire. Donc comment on fait pour changer ça? Parce que c'est pour ça que je suis candidat, pardi. Pour changer ça, faut voter pour les candidats de gauche qui veulent faire une politique de gauche. Croyez-moi, il y en a. Et en tout cas, vous m'aviez posé la question, quel était mon programme? Les petits salaires et les petites retraites, je veux d'abord les augmenter. Parce que si on n'augmente pas le SMIC, on bouscule pas les salaires. Il y a une chose qui est du pouvoir du gouvernement. Si vous voulez, moi, président, la première mesure, tout de suite, c'est d'augmenter le SMIC. Massivement. Oui, mais on va vous dire, on prend l'argent où? Enfin, là, je viens de vous dire que mais la France n'a jamais été aussi riche. Et je vais vous dire quelque chose pour faire sourire. Hillary Clinton, qui est quand même pas une gauchiste, elle propose d'augmenter le SMIC américain en le portant à $15 de l'heure. C'est une augmentation de 44,7%. Pourquoi Hillary Clinton dit-elle ça? Parce que même les économistes un peu libéraux américains se sont aperçus qu'aujourd'hui, la crise financière vient du fait qu'il n'y a plus assez de salaire, il y a trop de crédits. Je fais simple. Hein. Et donc, en vérité, qu'il vaut mieux redonner du salaire, c'est plus sérieux. Ça permet aux gens de payer avec ce qu'ils ont gagné. De consommer, et ça relance l'économie. C'est tout bête, mais c'est quand même essentiel. Et qu'il faut mieux pas calculer avec des primes, des subprimes et tout ça, parce que sinon, ça finit en catastrophe. Et les catastrophes de ce type nous menacent encore. Hein. Vous avez vu la Deutsche Bank. Et donc, vous avez une situation où il vaut mieux augmenter les salaires et redistribuer tout de suite. Ben, je le ferai immédiatement. Oui, mais après, on nous parle d'un problème de compétitivité par rapport justement aux Chinois qui produisent pour €1, aux Thaïlandais, aux pays d'Asie. Mais jamais on sera compétitif avec les Chinois qui produisent pour €1. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas payer les gens €1 pour voilà. Parce que moi, autour de moi, les gens ils vont faire leurs courses dans les petites surfaces pour avoir des prix plus bas. Mais je veux leur expliquer. On se mord un peu la queue, quoi. Non, je veux leur expliquer que 86% de nos échanges sont en Europe. C'est pas avec la Chine, c'est pas avec l'Inde. Faut arrêter un peu avec ça. Hein. Dans les échanges en Europe, on peut cadrer la nature de ces échanges. Moi, je me bats pour qu'il y ait un SMIC européen. Je me bats, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de travailleurs détachés en France. Alors, qu'est-ce que c'est, par exemple? Prenons cet exemple concret. C'est 450 000 salariés qui sont payés par les patrons français. Patrons français, hein, c'est pas la faute à l'Europe, c'est pas la faute à la mondialisation. C'est les patrons de chez nous, hein, qui vont les chercher pour les faire travailler ici moins cher que nous. Alors, on ne leur paye pas les cotisations sociales au tarif du pays français, on les paye au tarif du pays bulgare ou du pays polonais, etc. En fait, c'est une fraude institutionnalisée. Et je vous dis tout de suite, moi, président, la première mesure, c'est de dénoncer la directive à Bruxelles qui permet les travailleurs détachés. Ils iront se faire voir, ça sera immédiatement interdit et on prendra les moyens de contrôle pour que tous les salariés soient payés avec toutes leurs cotisations sociales et avec le même salaire brut. Il n'y aura pas de fraude de ce type. Vous savez que ça joue sur 450 000 emplois. Je vais vous dire encore pour l'emploi. Il y a une autre chose en France, il n'y a pas que les travailleurs détachés. Il y a 1 milliard d'heures supplémentaires qui ne sont pas déclarées. Ah, ça, c'est patron de chez patron, hein. Parce que c'est trop facile de dire tu restes ce soir, tu bosses et puis de pas payer les heures. Et ça, les millions de gens qui m'écoutent, ils le savent. Tu le récupéreras un de ces jours. Mais oui, bien sûr, tu récupéreras, mais tu récupères jamais. Et tu récupères jamais la gêne que ça t'a causé dans ta vie privée que de rester 3 heures le soir pour pas t'occuper de ton enfant. Et on te dit tu peux venir demain matin, mais demain matin c'est un quart d'heure que tu rattrapes et t'as pas l'argent qui correspond au sacrifice que tu as fait. Et comme tu es en CDD, si tu refuses, t'es pas renouvelé. Et ben voilà, j'ai connu tout ça. Mais je suis inspecteur du travail pendant 30 ans. J'ai observé tout ça avec terreur. Et c'est peut-être pour ça que les gens ils y croient plus parce qu'ils ne voient pas les choses changer. Moi, je suis en train de leur dire comment ça va changer parce qu'on doublera le nombre d'inspecteurs du travail. Et on fera qu'il y aura un contrôle des horaires. Et à ce moment-là, qu'il y aura des sanctions contre les employeurs qui ne sont pas réglo. Moi, je m'en prends pas à tous les employeurs. Il y a des bons employeurs, mais c'est ceux qui respectent leurs salariés. Ceux qui ne les respectent pas en payant pas les heures supplémentaires, ça ne va pas. Vous savez, l'équivalent d'1 milliard d'heures supplémentaires, c'est 600 000 emplois. 600 000 emplois. Je viens de vous parler, 450 000 travailleurs détachés, 600 000 emplois avec les heures supplémentaires à payer, 1 million d'emplois sur les 6 millions.
Vous voulez que je vous dise comment je veux régler le problème des autres? On va partager le travail. Alors là, quand je dis ça, tout le monde dit c'est impossible, tu n'y arriveras pas, partager le travail, c'est un gâteau qui ne se partage pas. Il y a du vrai là-dedans. Il y a toujours le gâteau qui revient dans l'explication. Oui, c'est vrai. On m'a toujours dit qu'il fallait créer un deuxième gâteau au lieu de partager. Non. Mais j'ai remarqué que quand on crée un deuxième gâteau, il va toujours dans la poche des mêmes. Oui, vous avez raison de ce point de vue. Moi, je vous le dis à ma façon, le travail est une comète en expansion infinie. Que les gens se rassurent, du travail, il y en a pour tout le monde dans ce pays. Il suffit de le partager. Si vous avez des gens qui font 60 heures et d'autres 0 heures, c'est qu'il y a un mauvais partage. Et je vais dire, dans toute société, partout dans le monde, toutes les époques, le travail est partagé. Il est de fait, même si on décide de ne pas le faire, il est de fait. Aujourd'hui, c'est le partage entre chômage et surtravail. Sans travail, sous-travail et surtravail. C'est l'aberration du système. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut un code du travail fort et qu'il faut aller vers 32 heures. Parce que la réduction du temps de travail, elle doit accompagner le développement de l'automatisation et maintenant de la numérisation. Alors on nous dit, vous allez avoir la numérisation, il n'y aura plus de boulot, des plateformes partout. En gros, vous aurez une élite qui sera salariée et puis vous aurez les gens qui seront payés pour promener le chien des salariés et viendront à la bas de la maison et ils auront une petite pièce à tour de rôle pour promener le chien. Évidemment, on ne peut pas accepter une société inégale de ce type. Il faut que tout le monde ait un boulot. Alors on me dit, mais attends, tu vas vers où? 32 heures. 30 heures, 28 heures, 24 heures, on me dit, mais il est fou. Mais non, c'est évidemment comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y aura un développement technologique, eh bien, nous partagerons ce travail et les gens travailleront moins et gagneront autant. Parce que là, pour gagner autant et travailler moins, il faut prendre l'argent à la finance au lieu que ça aille vers elle. Donc c'est une question de partage des richesses. C'est ça mon programme. Je suis pour le partage des richesses. D'abord, pour que la société produise autrement. Pour qu'on travaille mieux, moins, tous. Alors on va me dire, mais c'est utopique. Non. Regardez même ce qui s'est passé en France. En 1936, on avait les 40 heures. Il y avait 9 millions de salariés. En 2002, on met les 35 heures. On a 18 millions de salariés. Regardez ce qui s'est passé en 70 ans. On a produit plus, personne ne le nie. On ne sait même pas calculer combien on a produit plus, 5, 6 fois plus que le produit intérieur brut, comme on dit. On a gagné plus, personne ne le nie, on ne sait même pas calculer entre 1936 et 2002. On a doublé le nombre d'emplois, qu'on m'écoute bien, en 70 ans, en travaillant moins. Donc on l'a fait. On a travaillé moins, on est passé de 40 à 35 heures en doublant le nombre d'emplois, en produisant plus et en gagnant plus. Pourquoi on s'arrête? Et pourquoi ils passent pas aujourd'hui alors ce message? Ça leur plaît pas parce que eux, leur but, c'est pas qu'on soit bien. Leur but, c'est que eux, ils nous prennent nos sous. Donc c'est ça qui est le problème. Et c'est pour ça qu'il faut que la gauche gagne, mais la gauche véritable gagne. Parce que si vous laissez la finance vous prendre vos sous, si vous gardez Jouyet et Hollande à l'Élysée, eh bien ils vont continuer de vous prendre vos sous, vous aurez plus de chômeurs encore, et même ça sera très grave. Parce qu'en France, on est dans un boom démographique depuis l'an 2000. Il faut que les gens l'écoutent, on ne leur dit pas souvent ça. Il y a 850 000 naissances en France depuis l'an 2000. 850 000. Ceux qui nous avaient fait du catastrophisme sur nos retraites à la fin des années 90 pour allonger et retarder nos retraites, ils disaient « il y aura 250 000 naissances ». C'est une phrase que vous avez souvent entendue, c'est « il n'y aura pas assez de jeunes pour payer nos retraites ». C'est tout à fait faux. Il y a 3 fois plus de jeunes qui naissent que prévu. Ah, ça c'est énorme. Mais le bébé de l'an 2000, en 2018, il va travailler. Ça va durer pendant 12 ans, 15 ans. S'il trouve un emploi. Chaque année, il va y avoir 350 000 ou 400 000 jeunes de plus qui vont venir demander du travail mécaniquement. Qu'on ne fasse rien, à la fin, on est 10 millions de chômeurs. C'est pour ça que je dis aux gens, il est impossible de ne pas partager le travail. Il est impossible de ne pas passer à 32 heures. Et vers 30 heures, regardez la Suède, c'est 30 heures. Et donc, c'est forcément cette voie-là. Il y a des gens qui vous disent n'importe quoi, on a tout essayé contre le chômage. Non, bien sûr que non. Ou plutôt, quand on a fait les 35 heures dans les 30 dernières années, c'est le seul moment où on a fait reculer le chômage de masse. On me dit, oui, parce qu'à l'époque, il y avait de la croissance. Mais à croissance égale, comparée avec les autres pays à cette époque-là, on a fait 400 000 emplois de plus. Et en fait, on aurait pu être
faire plus si on avait organisé encore mieux les 35 heures, ce que je propose de faire pour les 32 heures, parce qu'il faut que ça soit en 4 jours, il faut qu'il y ait le repos le dimanche, et il faut qu'il y ait un système de contrôle et respect de ces horaires, avec un bon code du travail, et avec une inspection du travail qui permette de fonctionner, et des droits syndicaux pour le contrôler. C'est-à-dire tout le contraire de ce qu'a fait Hollande avec la loi El Khomri. Et le pire sans doute de ce qu'a fait Hollande avec Valls, avec El Khomri, avec Macron, c'est cette loi qui cassait le code du travail, c'est-à-dire qui nous ramène à Mad Max, à une situation négociable entreprise par entreprise, au rapport de force, où on va avoir des heures supplémentaires différents, des droits différents, et où chacun sera lésé forcément par son employeur qui cherchera à acheter sa force de travail le plus bas possible. Donc un bon code du travail, les 32 heures, le contrôle de ce qui existe en heures supplémentaires, la fin de la directive sur les travailleurs détachés, l'augmentation des salaires pour qu'il y ait une relance. Je veux juste vous dire ça. Parce qu'on me dit parfois l'artisan, il ne pourra pas payer son compagnon si on augmente le salaire. C'est une vraie question. Mais qu'est-ce qui va se passer si on augmente les salaires? C'est que des gens, par exemple, qui ne pouvaient pas faire réparer leur gouttière, qui avaient depuis 2 ans qui disaient « j'y arrive pas », si on augmente les salaires, ils vont décider de faire réparer leur gouttière. Et donc l'artisan, il pourra travailler, il pourra payer son compagnon. C'est un enchaînement. Bien sûr. Et même mon éditeur, je publie des livres, il me dit « mais je publie tes livres, Gérard, mais moi j'ai 9 salariés, je ne vais pas arriver à les payer. » Mais je lui dis « tu vas vendre plus de livres. » Parce que le gros problème pour les éditeurs, c'est que les gens ont plus de sous pour acheter des livres. Et donc c'est de cette façon-là qu'on va relancer l'économie et sortir du chômage de masse. Vous voyez qu'il faut voter pour moi, président. On en reparle, on essaie de convaincre nos auditeurs. On écoute Joe Cocker avec Unchain My Heart, c'est votre choix, on en parle juste après. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart.
suis Marc Petit. Rendez-vous, donc c'est l'émission Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. En retour dans Rendez-vous avec spécial politique, spécial élection primaire des socialistes avec Gérard Filoche. On était parti en musique là avec Joe Cocker. Quels sont un peu vos goûts musicaux, monsieur Filoche ? Ah bah dans la lignée, ça va être Bruce Springsteen qui va tenir le pompon. Ça, c'est des grands, ça. Et j'étais en train d'évoquer Leonard Cohen. Bon, voilà pour ce qui est mes chanteurs préférés. Maintenant, si vous voulez me ramener sur la France, je vous dis tout de suite, c'est Eddie Mitchell et c'est pas Johnny Hallyday. Hein. Ça tombe bien, j'avais mis des chaussettes noires aujourd'hui. Oui, les chaussettes noires, les chats sauvages. Est-ce que vous pensez justement aujourd'hui que il y a peut-être moins de chanteurs à texte, mais est-ce que les jeunes sont influencés encore par ce discours politique de la culture? Ah oui, mais le rap sert à ça. Ouais. Je veux dire, le rap, c'est la poésie d'aujourd'hui. Moi, j'ai été vachement flatté quand une de mes interventions, là, il y a un site qui s'appelle, je crois que je peux faire de la pub, c'est Cœur de Drague. Alors, je ne connaissais pas, mais il y a 2,5 millions de jeunes derrière, plutôt dans le genre 13-17 ans. Et ils ont mis mon discours en musique avec des interventions et tout. Vous savez combien ça a atteint de vues? 13 millions. Ah ouais, quand même. Hein, c'est pas rien. Nous, on va faire beaucoup moins, nous. Hein. mais si, vous allez faire autant. Je vais vous aider aussi. On va le mettre sur tous les réseaux. On était resté sur la loi travail. Alors, moi, j'ai vu avec mon regard, au final, j'ai trouvé que c'était un message assez flou. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette loi El Khomri? C'est une avancée comme ils nous ont proposé ou c'est vraiment un recul pour les salariés que vous défendez? C'est la casse d'un siècle de droit du travail. Le droit du travail est né en 1906 après la catastrophe de Courrières. Courrières, c'est dans le Pas-de-Calais. Il y a eu un coup de grisou et il y a eu 1099 morts d'un coup. Et le patron s'est comporté de façon scandaleuse, enfin comme un gâtasse d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire. J'allais dire comme un patron. Oui, comme un gâtasse spécifiquement. Il a dit il reprenait le travail tout de suite, sinon ce charbon polonais va arriver. Et il a dit, de toute façon, sinon je mets la clé sous la porte. Et il a exigé qu'on ne cherche pas les survivants. Ah oui, quand même. Et 13 jours après, il est sorti 14 survivants par leurs propres moyens du fond des galeries. De l'autre côté, c'est ça? Ah. Ouais, j'ai vu l'histoire. Et donc ça a été un scandale énorme. Hein. À l'époque, il n'y avait pas BFM Télé ni Télé, mais la France entière l'a su. Et la décision qui a été prise, c'est de créer le ministère du Travail, écoutez-moi bien, pour qu'il échappe au ministère de l'Économie. C'était de l'anti-Macron, on était en 1906, quoi. Et le Code du travail est né en 1910 à la suite de ça. À l'époque, il avait 3 lois et 80 décrets, mais il n'y avait aussi que 3 millions de salariés. Hein. Et l'idée, c'était quoi? C'était de protéger les femmes et les hommes au travail des exigences de la compétitivité, de la rentabilité, de la productivité, qui créaient un tel réflexe chez un employeur à Courrières. C'est ça le fond. Le Code du travail a été créé non pas pour plaire aux entreprises, mais pour plaire et défendre aux humains qui travaillaient dans les entreprises. C'est pour ça que quand François Hollande a dit, c'était en septembre 2015, une phrase qui est passée sur le moment inaperçue, mais qui était inouïe. Il a dit, c'était pour annoncer la loi El Khomri, on va adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. Ça faisait 100 ans qu'on se battait pour adapter les entreprises aux besoins des travailleurs et des salariés. C'était en une seule phrase, philosophiquement. Et encore un gouvernement de gauche. C'était une contre... Ben oui, mais c'est justement parce qu'il n'est pas de gauche qui fait ça. Hein. C'est un gouvernement issu de la gauche qui trahit la gauche. Et là, en une seule phrase, François Hollande faisait une contre-révolution théorique, philosophique, juridique, historique et pratique. C'était une rupture. Et après, tous ceux qui s'inscrivent dedans, regardez l'article 1 de la loi El Khomri, il dit, en gros, on va adapter les droits des travailleurs au bon fonctionnement des entreprises. Moi, je veux un code du travail qui dise on va adapter le bon fonctionnement des entreprises au respect des humains qui sont à l'intérieur. L'humain avant tout. Voilà. Oui, exactement. Est-ce que vous adaptez l'entreprise aux humains ou est-ce que vous adaptez les humains aux entreprises? C'est-à-dire à tous les risques qui font les catastrophes comme à Courrières. Vous savez qu'aujourd'hui, on a encore 600 accidents l'année dernière mortels du travail. On a 4500 handicapés du travail. On a 650 000 arrêts pour accidents du travail. Et au total, vous avez une situation où la souffrance est très violente, puisque maintenant, vous avez des gens qui travaillent 45, 50 heures, etc. Et un des aspects, c'est plus les coups de grisou, comme à Courrières, qui tuent. C'est les AVC.
Je sais que je ne suis pas drôle, mais en France, on a 250 000 morts par accident cardiaque ou vasculaire. Et cherchez les spécialistes, la moitié de ces accidents est liée au travail. Alors, les gens ne le voient pas souvent. Ils croient, je vais travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Oui, mais ils meurent plus tôt. Et c'est pas comptabilisé, c'est pas étudié. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une durée maximale du travail, figurez-vous. C'est-à-dire que aller de 48 heures, et les gens ignorent souvent ça. Ils croient qu'il y a les 35 heures, etc. Non, la durée la plus importante, c'est la durée maximale. Elle est de 48 heures dans les 15 pays européens. Et elle est pour l'instant en train d'exploser. Et on en revient à ce que vous avez dit en début d'émission. Après, c'est des heures supplémentaires qu'on ne paye pas. Absolument. Et surtout, non seulement ça fait qu'il y a moins de travail, parce que si vous faites faire des heures supplémentaires, c'est la place. Vous faites travailler ceux qui ont un boulot davantage à la place de ceux qui n'en ont pas. Et ça, c'est facile à comprendre quand même. Il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour comprendre ça. Je peux vous raconter une anecdote. Allez-y. J'avais travaillé dans une entreprise dans la région il y a quelques années en intérim, mais j'avais une dame à côté de moi et elle m'expliquait que son fils n'arrivait pas à trouver de travail. Et comme il ne trouvait pas de travail, elle faisait de plus en plus d'heures supplémentaires pour l'aider à subvenir. Et je lui ai répondu tout simplement, j'ai dit plus vous ferez des heures supplémentaires, moins il trouvera de travail. Bien, c'est ça, absolument, c'est comme pour la retraite. C'est ce que je vous dis, on se mord la queue dans Vous ce avez système. la retraite, vous avez Alain Juppé qui vous fait la campagne pour la retraite à 65 et 70 ans. Mais enfin, c'est une folie totale. Dans un pays où vous avez 6 600 000 chômeurs, de dire on va les faire travailler jusqu'à 70 ans. Les jeunes, il y a déjà 29,5% d'entre eux qui n'ont pas de boulot. Et ben vous allez passer à 30 ou 35% de jeunes sans travail. Et d'ailleurs, c'est marrant hein, chez Juppé et les autres, là, Sarkozy. Ils aiment le chômage. Ce sont des gens qui bâtissent la fortune de la finance en haut sur le chômage de ceux d'en bas. Et le chômage arrange tout le monde, non? Il arrange ceux du haut, pas tout le monde. Ah bah non, pas moi, parce que moi, Non, je vous avoue que c'est difficile avec 400 euros par mois. Il arrange ceux du haut. Et nous savons tous ce que c'est que la souffrance de ceux qui sont au travail. Alors moi, je voulais faire une petite parenthèse, et vous en avez parlé tout à l'heure, donc ça fait la liaison. On n'est pas très loin du Chambon-Feugerolles où était né Michel Rondet, syndicaliste. Est-ce que vous êtes sensible, donc vous l'êtes puisqu'on en a parlé, à cette histoire, et est-ce que ça vous a influencé dans votre histoire à vous, toutes ces histoires? Écoutez, je connais quelqu'un, mon ami Raymond Vacheron, qui est un syndicaliste de Haute-Loire, qui écrit un livre sur cette histoire. Moi, tous les syndicalistes m'ont influencé. Je suis un Normand, et vous savez qui m'influence en Normandie? C'est un gars qui s'appelle Jules Durand. Il était au Havre. C'est notre Sacco et de Vanzetti à nous. En 1905-1906, il a participé à des manifestations des dockers du Havre. Et il y a eu des batailles à l'époque, et il y a eu un flic qui a été tué dans la bataille. Et Jules Durand a été condamné à mort. Et ils l'ont fait maintenir pendant 2 ans. Vous savez, il y a eu des manifestations dans toute la France. Le nom est oublié. Mais il y a un livre qui vient de sortir sur Jules Durand. Il y a un boulevard Durand. Il faut ouvrir une pièce d'Armand Salacrou qui s'appelle Boulevard Durand, qui est une pièce de théâtre. Et j'aimerais bien qu'on fasse comprendre à des millions de gens aujourd'hui, au moment où il y a des discours contre les syndicats, qu'on n'aurait rien sans les syndicats et ceux qui ont combattu avec eux. Il n'y aurait ni congé payé, ni retraite, ni sécurité sociale, ni salaire, ni SMIC, ni rien. Les syndicats ont peut-être des défauts. Il faudrait qu'ils soient plus unis, il faudrait qu'ils soient plus vivants, ça, c'est sûr. Mais il faut vanter les syndicats, il faut adhérer aux syndicats, il faut faire vivre les syndicats. Parce que c'est logique que dans les entreprises, pour défendre les humains, il y ait des organisations qui le fassent et qu'il y ait des droits qui soient respectés et que ça ne soit pas la chasse aux sorcières comme c'est aujourd'hui en France. On en a parlé avant l'émission, je vous repose la question. Quelle est la différence finalement entre vous et M. Mélenchon? Je vous ai dit, je vais vous faire la même réponse. C'est pas simple à dire. Il y a 2 problèmes. Avec Jean-Luc Mélenchon, on a une différence de stratégie. Moi, je suis pour l'unité de la gauche et je pense que si on n'a pas un candidat unique à la présidentielle, le 23 avril prochain, tout le monde pleurera toutes les larmes de son corps parce que nous aurons le choix qu'entre les Républicains et le Front National. Et la gauche sera éradiquée pratiquement dans la foulée aux législatives de l'Assemblée nationale. Nous aurons une Assemblée nationale comme la région Nord ou comme la région PACA. C'est-à-dire où il n'y aura pratiquement plus que quelques dizaines de députés pour défendre les idéaux essentiels et les droits sociaux fondamentaux. Et donc je voudrais éviter ce désastre. Et donc pour éviter le désastre, moi je milite pour un candidat unique. Mélenchon, lui, il s'en fout. Il dit c'est moi. Et il s'en fout s'il y en a un deuxième et un troisième, il dit je vais être en tête. Il dit même je m'en fous s'il y a Hollande. Il ne cherche pas à écarter Hollande. Et à un certain point de vue, il se satisferait d'un vis-à-vis avec Hollande. Mais si on a un vis-à-vis Mélenchon-Hollande,
aucun n'atteindra les 20% ou 21%. C'est sûr. La droite, elle, cette fois, a choisi des primaires. Donc ils sont partis de 12 candidats, ils en sont à 7 ou 8. Ils vont arriver à un seul candidat. Et nous, la gauche, en ce moment, on est en train de partir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candidats. Et Mélenchon est totalement indifférent à ça. Moi, j'ai discuté avec lui en janvier dernier, dans une salle de réunion où il y avait, le 21 janvier, où il y avait toute la gauche. Et on a dit, on va faire une plateforme commune et on va chercher un candidat commun. Il nous a répondu, en gros, allez vous faire voir. La plateforme, c'est celle d'il y a 4 ans, et le candidat, c'est moi. Et on ne l'a plus jamais revu. Il s'est déclaré sur TF1 tout seul, je ne sais pas qui a décidé ce truc. Et puis après, il fait campagne seul. Et même les gens qui se rallient à lui, je le dis, c'est triste, hein, il ne les reçoit pas. Il y a des gens qui ont fait des appels, il n'a dit pas de coalition. Si j'ai bien compris, c'est un petit dictateur alors. Le mot n'est pas approprié, mais oui, c'est quelqu'un qui croit que par le miracle d'un rapport entre une personne et le peuple... Enfin bon, d'abord, moi j'étais déjà contre De Gaulle quand j'étais tout petit. C'est pas pour prendre quelqu'un qui se dit c'est moi tout seul qui vais régler les problèmes. Je suis contre le pouvoir personnel. Je suis même contre l'élection du président au suffrage universel. On ne s'y plie que parce qu'on y est obligé. Et j'aimerais bien qu'on change ça et qu'on aille vers une 6e République. Alors vous me direz, mais Mélenchon aussi est pour une 6e République. Mais regardez ce qu'il a dit qui m'a un peu surpris. Il a dit si je suis élu, j'appellerai une assemblée constituante et puis je jetterai la clé de l'Élysée et je m'en irai chez moi. Enfin, c'est absurde de dire ça. Les gens, ils vont dire, attends, j'ai lu quelqu'un, puis ils rentrent chez lui. Mais moi, qui va augmenter mon salaire? Et si vous augmentez pas le salaire, il faut 3 mois pour une constituante. Et s'il faut 3-4 mois pour une constituante, eh ben les gens ils seront mécontents entre-temps, ils diront ça n'a pas changé ma vie. Et ils seront peut-être intéressés par la constituante, je l'espère, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui prend les mesures économiques, qui fait revenir la retraite à 60 ans, qui fait qu'il y a un salaire maximal à 20 fois le SMIC, comme on a parlé tout à l'heure, qui dit qu'il n'y aura pas plus de 5% de précaires, qui fait l'égalité salariale des hommes et des femmes, si on ne change pas concrètement la vie des gens, si on ne fait pas du bien aux gens dans les premières semaines, après qu'on ait gagné, on ne fait rien du tout. Et là, je suis inquiet politiquement avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a le problème de la stratégie. Moi, je suis pour l'unité, lui, non. Puis après, il y a le problème du fond politique. Il me dit maintenant qu'il est ni gauche ni droite, qu'il est pour le peuple. Et j'aime pas ça, moi. Quand j'entends le mot peuple, je me demande parfois quel mauvais sort on va faire aux salariés. Vous voyez, parce que Gattaz est aussi dans le peuple. Et pour moi, entre Gattaz et les salariés, je sais de quel côté je suis à gauche. On a parlé beaucoup de salaire. Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous êtes pour? On parle beaucoup du revenu minimum. Vous voulez parler d'un revenu universel? C'est ça, oui. Il exige déjà un petit peu, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les minima sociaux. Alors d'abord, ils sont trop bas. Et puis deuxièmement, moi je n'aime pas ce système avec une société à 2 vitesses, l'élite salariée et puis les autres qui promènent le chien des salariés et on leur donne une petite indemnité pour faire ça. J'aime pas ça. Je vois que tout le monde est un emploi. Donc l'idée de revenu, salaire ou universel, il doit être lié à une place que chacun obtient dans la société. C'est pas l'exploitation dont je parle, c'est une fonction sociale. Qu'on ne soit pas rejeté. Et c'est pas bien d'avoir seulement une aumône pour être rejeté. C'est souvent comme ça. Par exemple, j'entends même des libéraux maintenant qui parlent du revenu universel. Je suis très hostile à tout système de ce type. Je suis pour diviser et partager le travail, c'est-à-dire 32 heures, 30 heures, 28 heures, 24 heures, et tout le monde reçoit un salaire pour la fonction qu'il occupe, la fonction sociale qu'il a dans la société. Alors après, maintenant... En termes idéal, on peut rêver. Moi, je suis un utopiste. Je veux une société socialiste. Je suis dans la tradition de Jaurès, pas dans celle de Macron. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, je comprends bien qu'on pourrait avoir un revenu absolument pour tout le monde qui permette à tout le monde de vivre et qu'on pourrait le garantir. Ça, absolument. Augmentons le SMIC. Faisons un salaire maximal. Faisons progresser la réduction du temps de travail sur la semaine et sur la vie, y compris... avec une retraite plus tôt. J'ai un ami qui dit ça assez bien, il s'appelle Bernard Friot. Il explique très bien comment on peut arriver ainsi à avoir une situation où le salariat se trouve non plus dans une phase d'exploitation, mais dans une phase de partage et dans une société nouvelle. C'est le socialiste. Je suis un socialiste. Et pour arriver à ça, par contre, c'est pas du jour au lendemain.
Et pour y arriver quand même, faut faire des mesures. Et les premières mesures sont toujours très simples. Augmenter les salaires. Et le SMIC à 1800 €, faites la retraite à 60 ans et faites 32 heures par semaine. Parce que le reste, les utopies, on va les atteindre. Mais commençons par le sérieux, l'immédiat. On n'a pas parlé de l'égalité homme-femme. Oui, merci de me poser la question. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il se trouve que l'autre jour, j'étais dans une discussion au bureau national du Parti socialiste. Il y avait un rapport de Laurence Rossignol, qui est une ministre, qui disait qu'elle allait faire une campagne contre le sexisme, en disant le sexisme, pas mon genre, quoi. Bon. Et elle voulait convaincre par les idées. C'est bien sûr. Mais dans les entreprises, c'est pas les idées qui vont faire bouger les choses. Il y a 27% d'écart de salaire. Vous avez 85% des temps partiels sont des femmes. Et je vous donne un chiffre qui est peu connu, c'est que parmi les cadres qu'on dit supérieurs, 7% seulement sont des femmes. 93% sont des hommes. Et donc il faut prendre des mesures. Moi j'en propose tout de suite 2. C'est que l'égalité salariale soit organisée en moins d'un an ou 2 ans. Je vous dis comment. On donne le pouvoir aux inspections du travail de faire des contrôles. Et ils sanctionnent en saisissant les juges en référé. Les juges mettent des astreintes jusqu'à ce qu'il y ait égalité salariale pour travail égal, salaire égal. Et là, sinon, si on ne fait pas ça dans 250 ans, il y aura toujours 27% d'écart entre les hommes et les femmes. Et la deuxième chose, le sort des femmes se joue souvent au retour de congé maternité. C'est-à-dire que là, on trouve toujours des arguments pour dire elle va s'occuper de ses enfants. C'est là que entre guillemets, se justifie aux yeux de beaucoup d'employeurs, hélas, l'écart. Et donc là, il faut protéger les femmes de retour de maternité. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles ne puissent pas être licenciées pendant une période, disons, de 12 ou 18 mois, de façon à ce que l'employeur soit obligé de prévoir leur retour. Et ensuite, dans le Code du travail, il est dit qu'en retour de couche, on retrouve un poste identique ou similaire. Je propose d'enlever le mot similaire. C'est-à-dire de faire qu'on garantisse qu'on retrouve ce qu'on avait avant et qu'on n'est pas marginalisé ou trouvé ailleurs. Moi, je connais l'histoire très, très, très célèbre d'une femme qui a eu 5 promotions. Vraiment, elle était d'une cadre super dans une très grande banque de ce pays. Et ensuite, elle a eu 5 enfants et plus de promotion. Et donc, elle s'est trouvée dégradée quand elle a eu la naissance de ses 5 enfants. Et donc, il a fallu qu'elle aille en procès. Rendez-vous compte, à chaque fois, pour retrouver une fonction, retrouver la même grille salariale, pour ne pas être marginalisé, pour pouvoir progresser et suivre la même chose que les femmes qui avaient pas d'enfants. Et là, souvent, il y a des gens qui disent c'est normal, elle choisit, elle n'a qu'à pas avoir d'enfants. Ça, c'est scandaleux. On doit pouvoir avoir des enfants et n'être pas sanctionné dans le développement de sa carrière et dans le niveau de son salaire. Pour finir, 2 petites choses. On est à Saint-Étienne. Quelle est l'image que vous avez de Saint-Étienne ? Oh, bien sûr. C'est les armes de Saint-Étienne. Les armes. Comme je ne suis pas assez footballistique, je vous réponds d'abord du point de vue de la tradition ouvrière, bien sûr. Mais je vais vous dire des choses qui vont peut-être pas me plaire. Il se trouve que dans mon pays, on fabrique beaucoup d'armes. La Normandie, c'est le cidre, non ? Ouais. Ah, en Normandie, oui. Ah oui, moi je suis normand, je suis pas gaulois. Et on fabrique beaucoup trop d'armes. On vend la spécialité de la France dans son commerce extérieur, c'est de vendre des Rafales à l'Inde, etc. J'aimerais qu'on vende des technologies. J'aimerais qu'on vende des choses qui soient plus utiles à l'humanité que celles qui la détruisent. Vous n'êtes pas sensible au football alors ? Oh, je regarde les matchs de football comme tout le monde. Saint-Étienne est devenue la capitale du design. Est-ce que vous êtes sensible au design ? Oui, j'aime les choses qui sont belles de façon générale. Et j'aime mieux qu'on me montre des produits qui sont agréables au regard que des vieilles choses. Avant de vous libérer, je vous remercie d'être venu faire cette émission. J'ai un petit cadeau pour vous. C'est une association qui s'appelle Le Talent n'a pas de couleur. C'est un bracelet qui s'appelle les ambassadeurs de la tolérance. Donc je vous l'offre. Et pour conclure, j'aimerais que vous me donniez votre définition de la tolérance. Écoutez, la tolérance, ça implique que les hommes et les femmes soient égaux. Parce que s'il y a de trop grandes disparités, on ne peut pas être tolérant envers 87 hommes qui possèdent la moitié de la planète. Je ne sais pas comment on peut vivre aux riches dans un océan de misère. Et quand on est dans la misère, je ne sais pas comment on peut tolérer les riches. Et donc il faut lier la notion de tolérance à la notion d'égalité. Donc tolérance, égalité, c'est le même combat. Oui. Gérard Filoche, merci beaucoup. Bonne chance pour ces primaires.
J'espère que... Bah, écoutez, c'est des primaires. Écoutez-moi, il y a des primaires citoyennes. Citoyenne. Hein, c'est-à-dire que parfois on me dit attendez, c'est restreint aux socialistes, etc. Non, j'insiste, on a eu une discussion et on appelle toujours les militants verts et les militants du Parti communiste et leur direction à participer. Je vais vous dire pourquoi. Il est possible que Hollande ne se présente pas. Ça va changer la donne. Et si c'est un de ces co-religionnaires en libéralisme façon Valls qui est à sa place, ça va changer la donne. Et en même temps, il est possible aussi que la gauche socialiste, là, gagne ses primaires. Nous sommes pour l'instant 3-4 candidats. On va s'arranger. C'est pas le problème de la multiplicité des candidats. De toute façon, au total, ça fait 6 ou 7. Et justement, les primaires sont là pour départager. C'est-à-dire qu'il y aura 2-3 millions de personnes qui viendront voter, qui choisiront un tel. J'espère qu'ils me choisiront, hein, bien sûr. Mais parce que chacun, si c'est parce qu'on a un message particulier qu'on veut le défendre. Mais c'est pas ça le souci à l'arrivée. C'est qu'il n'y en ait qu'un seul. Et si on sent qu'il n'y en ait qu'un seul, que c'est ni Hollande, ni Valls, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ça veut dire que tout le reste de la gauche va regarder autrement l'avenir de la gauche. Et même Mélenchon. Parce qu'il faudra bien que tout le monde regarde en disant « Alors, ça va servir à quoi ?» Écoutez, si c'est Gérard Filoche qui est désigné par la primaire, Mélenchon, il va faire quoi ? On va se battre à deux pour se partager les voix et perdre à deux. C'est là où on voit la nécessité de la candidature unique. Et qu'à la fin, il faut une primaire ou un moyen pour départager tout le monde qui est qu'un candidat, un seul candidat à gauche. Et on va ouvrir une page nouvelle pour 5 ans où là, ce coup-là, vous pourrez dire c'est un quinquennat de gauche. On redistribue les richesses. À suivre donc. C'est fini pour Rendez-vous avec cette semaine. On retrouve Rendez-vous avec la semaine prochaine. On a un rendez-vous avec l'adjoint à la culture. On parlera de la fête du livre qui aura lieu à Saint-Étienne. On recevra Marc Chassebenet. En attendant, la rediffusion, c'est tous les vendredis à 11h. Et puis vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux. Bonne semaine Philippe, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Bonjour, je suis Gérard Filoche. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook.